Donc, je vais tout de suite vous présenter notre premier intervenant, Cédric Villani, qui est, il faut le présenter, même si on le connaît. Il est mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2010, membre de l'Académie des sciences, mais il a aussi une autre identité, c'est celle d'homme politique, puisqu'il est élu de la République, il est député. Et il y a des points de convergence entre ces deux rôles, puisqu'il est vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et que dans l'exercice de son double rôle, il a été l'auteur de 2 rapports, un sur l'enseignement des mathématiques et l'autre sur l'intelligence artificielle, une stratégie nationale et européenne qui a été présentée ici même par lui-même et par le président Emmanuel Macron en 2018. Donc, je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc, on est d'accord, si je comprends bien, 20 minutes d'exposé, même tarif pour les autres intervenants, et ensuite le débat, discussion générale, c'est à ce moment-là qu'on interagira avec la salle en particulier. Eh bien, c'est parfait. Un grand merci pour cette invitation. Je suis assez ému de me retrouver dans ce cadre sur ce genre de thématique. D'abord, vous avez souligné il y a quelques instants la convergence, en quelque sorte, en tout cas l'interaction que j'ai pu avoir entre ma casquette scientifique et ma casquette politique. Ici, sur un colloque européen, on retouche aussi complètement à mes premiers engagements scientifiques et politiques en tant que quelqu'un qui a été formé non seulement en France, mais aussi dans les voyages et programmes européens, ainsi aussi que dans les universités américaines, mais avec quand même un grand développement en Europe. Mes premiers collaborateurs majeurs étaient en Italie, étaient en Allemagne. Et puis, j'ai été impliqué dans l'engagement politique européen bien avant de me présenter à des élections nationales, militant dans les laboratoires d'idées fédéralistes pendant de longues années, depuis 2010, et puis membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne et du second conseil scientifique de la Commission européenne. Nous étions 7. Quand on avait pu voir combien le premier conseil scientifique avait marché de façon désastreuse, il fallait vraiment avoir foi dans l'Europe pour accepter de rempiler pour une deuxième mouture du conseil scientifique de la Commission européenne, qui, je dois dire, fonctionnait beaucoup mieux, et dans lequel j'étais présent jusqu'en 2017. Et puis, ici aussi, vous l'avez souligné, c'est ici même que se tenait, j'ai vérifié la date, 29 mars 2018, la présentation de la stratégie française d'intelligence artificielle qui s'appuyait sur le rapport que je présentais au gouvernement, au président de la République, rapport qui avait été effectué avec une petite équipe extrêmement motivée. Je voudrais rendre hommage en particulier dans l'équipe de mon rapport à Marc Schönauer, directeur de recherche INRIA, ancien président de l'Association française d'intelligence artificielle, qui avait joué un rôle majeur pour faire le pont entre notre mission et toute la communauté de recherche intelligence artificielle. On est ici sur un sujet qui est éminemment européen, et d'ailleurs, la chorégraphie qui avait été imaginée pour l'événement reflétait cela. Il y avait des scientifiques et des chercheurs venus d'un peu partout dans le monde qui, lors d'un colloque le jour précédent, avaient discuté et débattu. Le jour même, il y avait la présentation de mon rapport avec mon exposé, mais entre mon exposé et l'exposé du président Macron, il y avait l'exposé de la ministre fédérale allemande de la recherche, insistant bien ainsi sur le fait, Madame Karliczek, pour insister sur le fait que c'était aussi une affaire un plan qu'il fallait mener en bonne coopération avec nos voisins européens et en particulier l'Allemagne. Et il y avait un exposé du commissaire européen de la recherche, Carlos Moedas, insistant bien aussi sur le rôle que devrait jouer l'Union européenne dans la déclinaison de ce plan. Et de fait, dans la lettre de mission que j'avais reçue, c'était parler d'intelligence artificielle, favoriser le développement de l'intelligence artificielle en France et en Europe. L'histoire de l'intelligence artificielle, après tout, elle prend ses racines en Europe. Et le nom qui est associé d'habitude, c'est celui d'Alan Turing, à une époque où la Grande-Bretagne non seulement faisait tout à fait partie de l'Europe, mais en plus a joué un rôle majeur pour empêcher l'Europe tout entière de se retrouver sous la férule nazie. On se rappelle que c'est le développement, les recherches des compagnons d'armes d'Alan Turing à travers les projets de Hot9, projet Enigma,
qui ont permis de déchiffrer les codes secrets utilisés par les sous-marins nazis et, selon certaines estimations, d'écourter la Seconde Guerre mondiale d'une à 2 années, avec toute la quantité de vies sauvées que ça représentait. On parle aussi d'Alan Turing comme de l'une des figures emblématiques, peut-être le père de l'intelligence artificielle, non seulement dans les développements théoriques, mais dans la vision de société, et je vais insister là-dessus. On parle aussi de son alter ego américain Claude Shannon, mais en tout cas, il est clair qu'il y avait là une connaissance qui était dans le plus haut niveau de spécialité, de compétences, se retrouvait en Europe. Très vite, pourtant, très vite, le leadership, au moins dans la communication sur tous ces thèmes, est passé outre-Atlantique. Ça a été une des humiliations d'Alan Turing quand ses supérieurs, à un moment, lui ont demandé d'aller apprendre, se former aux États-Unis sur tel ou tel aspect. Une humiliation pour lui qui connaissait les sujets bien mieux que ceux auprès desquels on lui demandait d'aller se former. Et puis, c'est une humiliation encore aujourd'hui, je dirais, quasiment quotidienne, quand de brillants chercheurs en intelligence artificielle, en algorithmie sophistiquée européens, voient que les recherches qu'ils peuvent mener dans tel ou tel laboratoire européen n'attirent personne en matière dans les médias, là où les mêmes recherches menées dans les belles maisons que sont Google, Facebook et autres attirent régulièrement les gros titres et les médias en général. J'insisterai sur cette question médiatique. Et d'abord, en quelques minutes, pour revenir au début du début, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Quand j'ai commencé mon rapport, je pensais qu'il allait falloir trouver une bonne définition de l'intelligence artificielle. Très vite, on s'est rendu compte, après quelques auditions, qu'il ne fallait surtout pas chercher à en donner une définition précise. N'importe quelle définition se retrouverait confrontée à des absurdités, des incohérences ou quelque chose de changeant. Disons que l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmique sophistiqué qui permet d'accomplir de façon automatique des tâches, j'insiste bien, des tâches qu'on aurait cru réservées à l'être humain. Pourquoi j'insiste sur des tâches ? Parce qu'il ne s'agit pas, en tout cas maintenant, aujourd'hui, de construire quelque chose qui va remplacer l'humain ou imiter un humain, en tout cas pour l'essentiel des applications et de ce qui en fait l'intérêt économique. Il s'agit de remplacer certaines tâches qui peuvent faire partie intégrante de certains métiers, qui peuvent faire partie de notre vie quotidienne. Ces tâches, ça pourrait être n'importe quoi, mais en pratique, certaines tâches, on arrive à les automatiser et d'autres pas. Et on a, de façon pragmatique, au cours des décennies, appris certaines caractéristiques de ce qui pouvait s'automatiser et de ce qui avait le plus grand mal à s'automatiser. Et sans que la liste soit exhaustive, il y a des bien meilleurs spécialistes que moi en intelligence artificielle, par exemple Stéphane Mala au premier rang dans cette salle, mais disons que l'intelligence artificielle s'est retrouvée extrêmement forte, l'algorithmique s'est retrouvée extrêmement forte à résoudre des tâches très sophistiquées, très spécialisées. Par exemple, faire un diagnostic à partir d'une image médicale. Cancer du sein ou pas cancer du sein. La détection est redoutable, même pour les humains aguerris. Et si vous n'êtes pas aguerri, vous vous trompez à toutes les fois. C'est une expérience que j'ai pu faire en groupe de travail intelligence artificielle et médecine à l'Académie de médecine, où exactement sur 5 images médicales, les non-experts que j'étais s'est trompé 5 fois sur 5. Même pour un spécialiste, maintenant, c'est une affaire compliquée. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles, les meilleurs algorithmes arrivent à de meilleurs taux de succès que les meilleurs experts humains. Alors vous vous dites quand même, il y a là quelque chose d'incroyable. Ça demande des années d'études aux meilleurs experts pour arriver à reconnaître ce qui est une tâche suspecte ou pas sur l'image. Et là, vous avez l'algorithme qui le fait comme ça, routinièrement. Et vous dites, ça doit être une intelligence supérieure. Et puis, votre appréciation de l'algorithmique, pourtant, diminue quand on vous explique qu'aujourd'hui, personne ne sait faire une combinaison de robots et d'intelligence artificielle qui remplace un balayeur, qui arrive à nettoyer cet amphithéâtre que voici de façon satisfaisante jour après jour. Personne aujourd'hui ne sait faire un algorithme qui conduit de façon satisfaisante une voiture dans un centre-ville un petit peu bousculé. Une tâche qu'accomplissent routinièrement à travers le monde des centaines de millions d'individus. Aucune intelligence artificielle n'est aujourd'hui capable de faire preuve de bon sens ou faire preuve d'un humour de telle sorte qu'on arrive à lui confier la réalisation d'un spectacle comique tout simple. On a fait des expériences sur la production par intelligence artificielle de chansons, imitation de chansons des Beatles par IA, ou de scénarios de films d'horreur, ça a été fait il n'y a pas longtemps, ou de plein de choses.
On reconnaît tout de suite tous les poncifs et tous les clichés du film d'horreur classique, ce qu'il vous faut des années pour ingurgiter, mais ça ne vous fait pas peur. Ou la chanson des Beatles, on reconnaît très bien tout le style des Beatles, mais ça ne vous fait pas vibrer. Il manque quelque chose, le quelque chose pour le coup d'éminemment humain que beaucoup de monde a réussi à avoir. L'intelligence artificielle ne l'a pas aujourd'hui. Alors, en revanche, on va repartir du côté des accomplissements qui font rêver. L'intelligence artificielle s'avère plus forte que n'importe quel humain au jeu d'échecs. Ça, c'était la grande victoire de IBM contre Kasparov. Au jeu de Go, hein, après les échecs, les humains se sont dit « ouais, les échecs, on y tenait, mais après tout, il suffit de force brute ». Tandis que le jeu de Go, là, voilà, un sport typiquement humain. Il faut beaucoup d'intuition, les règles sont extrêmement compliquées, même les meilleurs joueurs du monde ne savent pas expliquer pourquoi ils jouent tel ou tel coup, ça se quantifie beaucoup moins, il s'écoulera beaucoup d'eau sous les ponts avant que de l'IA vienne ne se frotter aux meilleurs humains en matière de Go. Vous connaissez l'histoire comme moi, et finalement, quand la société britannique à l'époque, DeepMind, a lancé son algorithme AlphaGo contre l'un des meilleurs joueurs de Go du monde, Lee Sedol, ça a été une sèche défaite pour Lee Sedol. Avec un jeu gagné quand même, un des jeux qu'il considère comme les plus extraordinaires de sa vie, mais globalement, une défaite très sèche. C'était il y a quelques années. Maintenant, il ne pourrait plus gagner le jeu contre les meilleurs algorithmes. Et maintenant, les meilleurs algorithmes écrasent 100-0 l'algorithme qui a battu Sedol, je ne sais plus si c'était 7-1 ou quelque chose comme ça. Donc il y a là une supériorité extraordinaire en matière de jeu de Go. Et de façon générale, il y a une sorte de règle qui se dégage. Tous les jeux, chaque fois qu'il y a des règles précises, il y a un espace de jeu qui est à peu près défini. L'intelligence artificielle finit un jour ou l'autre à écraser les humains en la matière. Et ça a été vu pour le Jeopardy, ça a été vu pour Fortnite, ça sera vu pour à peu près n'importe quoi, on veut bien le parier. Alors, est-ce qu'il y a des règles là-dedans? Oui, bien sûr. Il y a des experts d'intelligence artificielle, beaucoup de techniques qui sont développées par les uns par les autres. C'est un domaine dans lequel les surprises ont été de mise. Il y a une dizaine d'années, un tout petit peu plus, allez, une quinzaine d'années, pas tant de monde que ça misait sur les grands succès de l'intelligence artificielle. Et dans les laboratoires d'informatique les plus célèbres du monde, on vous disait en particulier les réseaux de neurones, c'est une technique qui a été utilisée sans succès, c'est pas quelque chose qui va fonctionner, c'est pas avec ça qu'on va faire de la bonne intelligence artificielle. Patatras, quelques années plus tard, les réseaux de neurones deviennent extraordinairement célèbres sous l'impulsion du trio Yann Lequin, Yoshua Bengio, Geoff Hinton, promus aux plus hautes distinctions, hein, ils ont reçu le prix Turing quelques années plus tard. Et oui, les réseaux de neurones aujourd'hui fonctionnent bien. Il y a des débats entre experts pour savoir pourquoi c'est le cas et pourquoi ça n'avait pas été prévu, mais ça donnait le ton sur un thème qui s'est développé de façon extrêmement expérimentale, pragmatique, et où on a vu qu'il y avait besoin de théoriciens et d'expérimentateurs qui développent leurs expériences sur toutes sortes d'usages. Et où on a vu que, de façon générale, dans tous les cas où on les a appliqués, l'algorithmique sophistiquée et ce problème de tâches à automatiser, ça fonctionnait bien que si c'était fait de façon expérimentale avec du partage d'expériences, de la confiance entre les différentes parties prenantes qui se mettent ensemble pour développer l'intelligence artificielle et des évaluations a posteriori aussi objectives que possible sans se laisser griser par la sensation d'avoir vaincu le problème. Ça a été un coup de théâtre dans la communauté quand la chercheuse Cathy O'Neill a publié son célèbre ouvrage « Weapons of Math Destruction », destruction mathématique, montrant bien des cas où l'utilisation d'intelligence artificielle pouvait mener à des résultats catastrophiques, soit par incompétence, soit parce que les valeurs éthiques n'étaient pas au rendez-vous. C'était des algorithmes destinés à évaluer automatiquement si tel ou tel prisonnier devait être mis en liberté conditionnelle en fonction de ses chances de récidive, et dont on a montré que c'était des algorithmes racistes.
Ça a été des algorithmes de notation utilisés pour évaluer aussi efficacement que possible la performance des enseignants, savoir si vraiment ils apportent une valeur ajoutée au niveau de leurs élèves, au lieu de devoir se fier à une notation pas forcément objective de la part des supérieurs hiérarchiques. Et ça a été une calamité là où ça a été appliqué. Et ainsi de suite. On a vu un certain nombre de cas d'usage dans lesquels il y avait de graves dangers, non pas le fantasme d'une intelligence artificielle qui prendrait son émancipation et voudrait anéantir l'espèce humaine, mais celui d'un outil auquel on fait trop confiance, qui se retrouve mal appliqué et qu'on a besoin de contrôler en la matière. Alors, je vais aussi insister sur le fait que ces dernières années, le sujet a été développé de façon tellement pragmatique que les grandes masses, les grandes puissances de concentration et d'investissement en développement d'intelligence artificielle sont retrouvées être, en première approximation, les grandes puissances avec de grands moyens financiers, et en particulier les acteurs internationaux, les grandes plateformes internationales basées aux États-Unis, qui ont pu aligner de façon extrêmement efficace communication extraordinaire, moyens de calcul extraordinaires, des jeux de données extraordinaires de la part de beaucoup d'usagers utilisés pour calibrer les algorithmes qui apprennent automatiquement et qui font les usages, et pour attirer les cerveaux autant que possible. Bref, récupérer des moyens de calcul, des corpus de cas d'usage qui permettaient de mieux automatiser les tâches, et des cerveaux. Et c'est dans ce contexte que se présentait la remise de mon rapport en 2018. Comment faire pour enrayer ce qui semblait être une malédiction avec une Europe coincée entre de grandes superpuissances, américaines d'un côté, asiatiques de l'autre, qui l'une et l'autre, chinoises de l'autre, qui l'une et l'autre arrivaient à aligner des milliards pour développer les moyens de calcul extrêmement puissants, avoir des jeux de données incroyables et attirer les cerveaux autant que possible. Mon rapport proposait, à échelle française, et puis il y avait des propositions aussi à échelle européenne, un certain nombre de financements et un certain nombre de mesures portant sur l'organisation de la recherche en mode interdisciplinaire, expérimental et avec synergie entre recherche et monde économique, portant sur l'éthique avec la création d'un comité d'éthique adapté, portant sur la formation avec la multiplication des moyens de formation, portant sur l'articulation européenne avec la préconisation forte de la mise en œuvre de réseaux d'échanges humains à l'échelle européenne, sur le modèle d'un Erasmus, mais aussi de programmes industriels européens joints, un peu à l'image d'un Airbus, et aussi avec des laboratoires de recherche internationaux européens d'intelligence artificielle, avec un peu le grand modèle du CERN en tête. Quand je vous dis Erasmus, CERN, Airbus en tête, c'est juste pour avoir les cas d'usage emblématiques, ceux qui ont fait la grandeur de l'Europe, en tout cas ceux qui ont fait la fierté de la construction européenne, comme le genre de choses sur lesquelles on aimerait bien s'appuyer: coopération technologique, coopération humaine, coopération de recherche, et surtout la façon que l'Europe peut avoir de rassembler, d'aider toutes les compétences qui se trouvent à coopérer ensemble. Est-ce qu'on peut dire, 3 ans et demi plus tard, que la donne a radicalement changé? Oui et non. Il y a eu beaucoup de prise de conscience qui a été faite en France et en Europe, et avec non seulement le plan national français, mais aussi le plan allemand, mais aussi la stratégie européenne qui ont été discutées, beaucoup rediscutées. Au niveau des règles éthiques et d'encadrement de l'IA, énormément a été mis au point, débattu, une très grande convergence a été obtenue. Les comités ont été créés, nous en aurions même maintenant plutôt trop que pas assez. Au niveau des institutions, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, cependant, au niveau de la coopération entre les acteurs, de la fréquence des échanges, du sentiment de coopération européen général, nous n'en sommes encore qu'au tout début. Et la donne qui n'a pas vraiment changé par rapport au rapport de force. Des réseaux de chercheurs européens déjà existants au moment où je rendais mon rapport, le réseau CLAIR, le réseau ELIS, réseau de chercheurs avec des visions de l'intelligence artificielle plutôt différentes, ont pendant des années négocié, discuté pour voir si une association, un accord, une fusion pouvait être possible, sans jamais vraiment aboutir. Les grands projets de développement de laboratoires internationaux en IA ont été lancés sans qu'on puisse vraiment parler de changements majeurs. Et puis, l'idée de coopération
souveraine entre acteurs économiques, entre chercheurs au niveau européen, on ne peut pas dire qu'elle soit toujours là. Encore aujourd'hui, le premier réflexe d'une entreprise européenne qui veut se développer en intelligence artificielle ne va pas être de taper dans les riches écosystèmes de recherche européens voisins, mais d'aller passer un contrat avec une major américaine. Et ici, on voit que dans la construction de l'intelligence artificielle, il en va comme dans la construction européenne. On peut parler des avancées institutionnelles, on peut les mettre sur rail, mais tant qu'il n'y aura pas les changements culturels qui sont demandés, ça n'aboutira juste pas. Tant qu'on n'aura pas bien ancré que ça fait partie du bagage de tous les étudiants européens que de voyager à travers l'Europe pour se former, et pas seulement de la petite partie privilégiée qui aura eu accès à Erasmus, il n'y aura pas véritablement de sentiment d'appartenance européenne chez les étudiants. Tant qu'on n'aura pas l'habitude dans le débat politique d'avoir en prime time des discours du président ou de la présidente de la Commission européenne qui viennent sur les écrans de télévision français ou ailleurs, on n'aura jamais de sentiment d'une gouvernance européenne. Et on peut dire aussi, tant qu'on ne parlera pas de la coopération européenne, des états de recherche européens, des grands trésors que nous avons dans nos formations et parmi nos chercheurs en Europe aussi en intelligence artificielle, l'intelligence artificielle européenne ne franchira pas le seuil. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai presque tenu le timing. Il y aura beaucoup à dire encore dans la discussion. Nous aurons le loisir de revenir là-dessus.